Femmes, égalité, réalité. J'aime bien le nom de ce festival. Christine de Pisan, par exemple, philosophe et femme de lettres française, en 1405, en plein Moyen-Âge donc, écrit dans La Cité des Dames: si c'était la coutume d'envoyer les petites filles à l'école et de leur enseigner méthodiquement les sciences comme on le fait pour les garçons, elles apprendraient et comprendraient les difficultés de tous les arts et de toutes les sciences, aussi bien qu'eux. Olympe de Gouges, enfant illégitime, totalement autodidacte, devenue une incroyable femme de lettres et une incroyable intellectuelle, qui milite pour l'abolition de l'esclavage, pour le droit au divorce, contre l'emprisonnement pour dette, contre les mariages forcés. Et, bien sûr, en 1791, en rédigeant la Déclaration de la femme et de la citoyenne, elle réclame l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question, tu lui laisseras du moins ce droit? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? La grande peintresse, le mot existe, Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est elle, sur ce magnifique autoportrait, qui a lancé à la cour la mode de ces chapeaux de paille avec fleurs. Élisabeth Vigée-Lebrun, donc, écrit dans ses mémoires, se référant à l'époque où elle était peintre officielle de Marie-Antoinette. Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. Bon, elle parlait des femmes de la cour, hein, les autres avaient plus de mal à régner, mais de fait, vide, déni historique et culturel, oubli, oblitération, méconnaissance, allez, va pour méconnaissance, du nombre de femmes qui ont accompli des choses formidables et qui sont passées à la trappe. Comme Amélie Boris-Sorel, par exemple, qui a fait des choses très intéressantes. Regardez. Le tableau, par exemple. Il s'appelle Dans le bleu. Amélie Boris-Sorel était féministe. Et elle voulait elle revendiquait d'être féministe, et elle voulait représenter la femme nouvelle, ici perdue dans ses pensées, en négligée, parce que bon, la coquetterie, finalement, et en train de fumer une cigarette. Mon Dieu. D'autant qu'au sortir de la guerre, un certain nombre de pays donnent le droit de vote aux femmes. Certains avaient même commencé avant. Le premier, c'est la Finlande, en 1906. En 1913, la Norvège octroie le droit de vote aux femmes. En 1915, le Danemark. En 1917, la Russie. Et en 1918, c'est l'Arménie, la Hongrie, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Azerbaïdjan, l'Autriche et l'Allemagne. Et Clara Zetkin fait partie des premières femmes députées. En 1919, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, la Suède. Alors la Suède avait été pionnière parce qu'elle avait commencé à le donner, mais à certaines conditions, dans certaines régions. Là, en 1919, le suffrage devient vraiment universel, c'est-à-dire pour tous et pour toutes. Et en 1919, les Françaises sont à deux doigts de l'obtenir elles aussi. L'Assemblée vote pour, mais le Sénat vote contre. Bah, faut pas déconner. Faut repeupler la France. 1 600 000 morts. D'accord, elles ont fait tourner le pays pendant 4 ans, mais hop, retour à la caserne. Et en 1935, le sénateur Duplantier déclare « Ces femmes veulent être députées? Eh bien non! Qu'elles restent ce qu'elles sont, des putes !» Je vous avais prévenu. C'est la minute choc.
1935, date de l'élégante sortie du sénateur du Plantier, les femmes ont obtenu le droit de vote aux États-Unis, en Roumanie, en Mongolie, en Inde, en Uruguay, au Liban, en Équateur, en Afrique du Sud, en Turquie, en Grèce, au Portugal, au Sri Lanka, en Espagne, en Thaïlande, aux Maldives, au Brésil, à Cuba, en Birmanie et aux Philippines. Et les Françaises rongent leur frein. Ah non. Non, ça, c'est une réclame trouvée dans le dit Nouvelliste du 4 mai 1935 qui nous explique pourquoi les femmes ont d'horribles rides, ce que par ailleurs les hommes n'ont pas, c'est bien connu, ils gardent un bébé jusqu'à leur dernier souffle, et c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de vote et pas nous. Mais il faudra attendre 1944 pour que les Françaises obtiennent enfin le droit de vote, et 1945 pour qu'elles votent effectivement et deviennent de vrais élus. Dans ces années d'après-guerre, des femmes dans le monde entier vont se réemparer de la date du 8 mars pour continuer de faire entendre leurs revendications. Bah oui, elles en ont encore. Le 8 mars 1948, 100 000 femmes défilent à Paris, 30 000 à Marseille, 12 000 à Lille, 5 000 à Lyon, pour affirmer qu'elles veulent prendre toute leur place dans la société à venir et pour réaffirmer leur position pacifiste. N'oublions pas que les femmes ont joué un grand rôle dans la résistance. Quand les Jeux olympiques imaginés par les Grecs anciens sont relancés en 1896 par le baron Pierre de Coubertin, il les interdit aux femmes. En 1912, il déclare « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Et en 1935, il dit « Je n'approuve pas la participation des femmes au concours public, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un sport, mais sans donner un spectacle. Au JO, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. » Avec ce génial slogan des années 70, « Travailleurs de tous les pays qui lavent vos chaussettes », vous avez remarqué comme les chaussettes, c'est un élément important. Entre 1848 et les années 70, il se passe des choses, mais la reconstruction du monde post-Seconde Guerre mondiale recouvre la voix des femmes et l'acquisition du droit de vote endort un peu les esprits. On croit que ça y est, l'égalité est une réalité. Mais les femmes vont rapidement faire le constat que cette égalité ne se concrétise ni sur le plan professionnel, ni sur le plan de leur représentation politique, ni à la maison. Elles restent celles qui s'occupent majoritairement des chaussettes et de tout le reste. Donc les femmes, par la femme. Et pas de fleurs ce jour-là. Il y a eu une espèce de récupération idéologique et commerciale du 8 mars totalement déplacée. Au retour du rose, des fleurs, des cœurs, les clichés, la ville flatterie, on bascule dans une espèce de Saint-Valentin de seconde zone. Non, le 8 mars, ça sert à conquérir des droits, à faire en sorte que l'égalité devienne réalité. C'est une journée de battante, pas de cucugnotante. Et en France, il faut attendre 1982, toujours un peu en retard, pour que le gouvernement Mitterrand, à l'initiative du tout nouveau ministère des droits des femmes sous la houlette d'Yvette Roudy, officialise la journée
du 8 mars. Et là, pour la première, Yvette Roudy organise, avec le mouvement de libération des femmes, le MLF, des états généraux contre la misogynie. Aujourd'hui, on dirait le sexisme, à la Sorbonne. On est loin de la Saint-Valentin. Et partout dans le monde, depuis 1977, cette journée est l'occasion pour les femmes de faire entendre leur désir d'égalité, que ce soit près de chez nous, ou comme on le voit sur ces images, en Philippines, ou en Algérie, ou au Congo, ou encore en Irak. Voilà, vous savez presque tout sur la journée internationale des droits des femmes. Bravo! Bon alors, me direz-vous, pourquoi nous fait-elle une conférence gesticulée sur le 8 mars en plein mois de décembre? Eh bien, je fais cette conférence gesticulée comme j'en fais aussi sur les femmes peintres, les journalistes, les sportives, les inventrices, dans l'espoir secret qu'un jour, à force de s'y appliquer tous les jours, et pas seulement une fois par an, on n'aura plus besoin du 8 mars. L'égalité sera une réalité. En attendant, inlassablement, je raconte la vie et les actes de ces femmes reléguées dans les oubliettes de l'histoire et de l'espoir aussi d'ailleurs. Et j'espère comme ça contribuer à rétablir un peu de justice et à repousser les frontières de nos imaginaires, parce que les barrières, elles sont aussi là, dans nos têtes. La vocation de Sissi, les femmes existent. C'est ça, mettre en lumière plein de destins féminins pour pouvoir se fabriquer un panthéon intime, avoir à portée de main des exemples qui permettent de se dire si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Parce que pour prendre nos envols, nous avons besoin de modèles, de sources d'émerveillement qui nous ressemblent. Voilà. C'était la minute émotion de cette conférence gesticulée, celle qui fait dire que ça touche à sa fin.